Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui nous a été suggéré dans les commentaires il y a quelques temps, ces anciens coéquipiers qui se détestaient. Alors merci à Anthony Moreau pour l'idée et n'hésitez pas vous aussi à nous indiquer ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Des coéquipiers qui ne sont pas forcément potes, c'est monnaie courante en NBA, comme dans le sport en général. On fait le job, on n'a rien l'un contre l'autre, mais tout simplement moins d'atomes crochus qu'avec d'autres. Mais là on cherche des gars qui se détestent donc, et détester par définition ça veut dire avoir de l'aversion pour quelqu'un, ne pas le supporter. Ça c'est déjà un peu plus rare, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Évidemment, on ne peut pas être au courant de tout ce qui se trame dans un vestiaire, point de vue affinité, mais on va parler de ces cas plus connus, ceux tellement flagrants qu'ils n'ont pas pu être gardés en interne bien longtemps. Et avant de commencer, il faut qu'on vous parle de notre agence de voyage TripDouble. Tous nos voyages sont faits en ligne et cette année, c'est vraiment du lourd, du très lourd même. Vous avez le choix entre pas moins de 17 voyages dans une dizaine de villes. On a par exemple 8 voyages à New York, dont un dès les vacances de Noël pour aller voir Wemby. On a un voyage XXL en janvier où vous pourrez voir, écoutez bien, les Celtics, les Lakers, les Nuggets, les Sixers à Philadelphie et bien sûr les Knicks et les Nets. Pas moins de 5 affiches, du très lourd. Et si vous préférez Los Angeles, on a 3 voyages, dont un pour vivre le réveillon. Ça s'annonce assez fou, surtout que vous pourrez découvrir la dinguerie des Clippers, l'Intuit Dome, la nouvelle salle de la franchise. Puis bien sûr, LeBron James et les Lakers, mais aussi Steph Curry et les Warriors. En parlant de Steph Curry, si vous êtes plutôt fan du chef, on a 2 voyages à San Francisco, dont un à Noël, avec encore de grosses affiches. On a même fait un voyage spécial Warriors à New York, où vous pourrez enchaîner 3 matchs de Steph face aux Knicks, Nets et Sixers. Puis cette année, on revient à Boston, où on était déjà allé en 2019, pour voir les champions NBA. 3 matchs, dont le classique face aux Lakers, mais aussi face aux Sixers et aux Blazers. Encore une fois, on ira à Miami, mais aussi à Chicago, avec cette fois 2 matchs à Milwaukee, et un superbe programme avec Mavs, Lakers, Suns, Knicks, en plus des Bulls et des Bucks. Et une nouveauté cette saison, un road trip au Texas pour aller voir Wemby face aux Celtics et aux Warriors, mais aussi les Mavs à Dallas. Puis on passera 2 nuits à Austin, la ville dont tout le monde commence à parler aux States. Bien sûr, on foulera de nombreux parquets NBA et playground avec des dizaines et des dizaines de fan expériences et des bonus made in TripDouble. Alors ne tardez plus à les réserver, tout est sur tripdouble.com et dans le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous sur un des voyages et je laisse la main à Guillaume. Et le premier cas que l'on va aborder, c'est celui de Kyrie Irving et Dion Waiters. En 2012, soit un an après avoir sélectionné Irving en premier choix de la draft, les Cavaliers sont tombés amoureux du potentiel de Waiters. Un arrière remplaçant à Syracuse, mais en qui l'équipe voyait un parfait futur 6e homme en cas de retour de LeBron dans l'Ohio. Alors, ils lui ont promis de le sélectionner et il n'a effectué aucun workout avant la draft, avant d'être effectivement choisi par les Cavs en 4e position. Pas de bol pour leur joli plan, Irving et Waiters n'ont jamais pu se voir en peinture. Les deux se considéraient en effet davantage comme des concurrents plutôt que comme des coéquipiers. Dès 2013, lors d'une réunion de crise, on apprenait que Waiters s'était ouvertement plaint devant le vestiaire et les dirigeants d'un traitement de faveur réservé à Irving, à qui on laissait passer selon lui beaucoup plus de choses que lui sur le terrain, comme les tirs forcés, les ballons perdus ou une défense laxiste. Il aurait aussi reproché au meneur et à son pote Tristan Thompson de trop jouer à deux et de refuser de lui faire des passes. Thompson et Waiters en seraient alors presque venus aux mains. Après cet épisode, les Cavs avaient exploré une première fois la piste du trade à l'époque, sans pour autant appuyer sur la gâchette. Et puis, l'été même de son retour à Cleveland en 2014, LeBron a directement tapé du poing sur la table en dénonçant les mauvaises habitudes prises par l'équipe les années précédentes. Il a pointé du doigt sans les nommer ceux qui cherchaient plus à scorer et se mettre en valeur qu'à gagner, et a remis Waiters en place lorsque ce dernier avait essayé de prouver qu'il pouvait aussi jouer meneur lors d'un entraînement. Relégué sur le banc dès le 4e match de la saison, Waiters a commencé à bouder et il s'est retrouvé transféré à OKC dès le mois de janvier dans un transfert à 3 équipes. Trade qui a permis de faire venir J.R. Smith et Iman Shumpert, sacré champion un peu plus d'1 an plus tard, aux côtés de LeBron et de Kyrie. Quand on parle de 2 coéquipiers qui se sont détestés, impossible de ne pas mentionner Kobe et Shaq, même si les deux s'étaient rabibochés depuis. Cette mésentente et même cette guerre née entre ces 2 superstars NBA de l'époque avait pris des proportions médiatiques assez folles. D'autant plus parce qu'il s'agissait d'un duo qui avait écrasé la NBA pendant 3 années d'affilée aux Lakers. Il y a même une page Wikipédia complète consacrée uniquement à leur bif, avec plus de 150 articles sources. On pourrait vraiment en faire une vidéo à part entière, mais on va résumer ça plus rapidement ici. Shaq et Kobe, c'était la cohabitation de 2 personnalités et 2 approches du basket diamétralement opposées. D'un côté, le sociable O'Neal, qui domine peinard, et de l'autre Kobe, le solitaire, obsédé de travail. Pour O'Neal, arrivé en NBA 4 ans plus tôt, Kobe a d'abord été le petit jeune qui se la pète. Un jeune qui voulait lui prendre les rênes de l'équipe où il venait d'atterrir, et ça a vite chauffé entre les deux. En 1998, lors d'un 2 contre 2 pendant le lockout, Shaq a envoyé une baffe à Kobe en plein match, et les deux ont dû être séparés. Dans le vestiaire, Kobe a vite été considéré comme le croqueur de la team. Ça n'a pas empêché l'équipe d'aller chercher le titre en 2000, sous les ordres de leur nouveau
coach Phil Jackson, dont l'attaque s'appuyait en priorité sur Shaq. Mais les tensions sont montées d'un cran lorsque le pivot s'est pointé au training camp hors de forme à la fin de l'été. Son statut d'option numéro 1 a commencé à changer et il a demandé son transfert. Les dirigeants n'ont pas cédé et Jerry West lui a même demandé d'arrêter de faire le bébé. De retour en forme, il a poussé l'équipe vers une grosse fin de saison, puis le doublé après un 15-1 en play-off. L'année 2001-2002 a été plus calme suite à divers événements personnels, mais aussi aux attaques du 11 septembre. Et puis, après une élimination au deuxième tour l'année suivante, vint l'année de l'explosion. Accusé de viol et en pleine rééducation du genou, Kobe a manqué le début du training camp. Pourtant, à l'entraînement, Shaq lâche que l'équipe est au complet. Il ignore au maximum l'existence de Bryant et à son retour ne manque pas de lui rappeler que les Lakers sont son équipe et que s'il n'est pas content, il peut partir. Kobe, lui, souligne une nouvelle fois dans une interview le manque de conditions physiques et d'investissement du pivot et dénonce sa quête de gros contrats alors que Karl Malone et Gary Payton, deux futurs Hall of Famers, viennent de signer à Los Angeles pour des clopinettes. Tout bascule quand Phil Jackson décide qu'il ne serait pas de retour l'année suivante si Kobe était toujours dans l'équipe. O'Neal apprend aussi que le GM est prêt à l'échanger, alors il prend les devants et demande son trade. Il est envoyé à Miami. Les deux sont ensuite restés en froid un moment avant que le temps ne fasse son œuvre. En 2015, Shaq l'avait invité dans son podcast en le présentant comme le meilleur Laker de l'histoire, mais bien que redevenus amis, ils n'ont jamais vraiment cessé de se chambrer gentiment l'un l'autre à l'occasion, jusqu'à la disparition tragique de Bryant en 2020. 4 ans plus tard, lors de l'inauguration de la statue en son hommage à Los Angeles, Shaq a qualifié Kobe de meilleur coéquipier qu'il n'ait jamais eu durant ses 19 ans de carrière. Une phrase que l'on n'entendra jamais prononcée par Magic Johnson à propos de Maurice Lucas. L'ailier, surnommé l'exécuteur, champion avec Portland en 1977 et 4 fois All-Star, avait atterri à Los Angeles sur la fin de sa carrière. Et si ce joueur, réputé pas facile à gérer dans un vestiaire, n'y restait qu'une saison, ce serait avant tout parce que Magic ne pouvait pas le piffrer, au point d'aller voir son coach Pat Riley en plein match pour lui dire « Sors-le, je ne peux plus jouer avec cet enfoiré ». La franchise dont le GM était Jerry West l'a envoyé à Seattle dans un trade quelques mois plus tard. Charles Barkley et Scottie Pippen n'ont eux aussi joué qu'une seule saison ensemble, une saison raccourcie par un lockout qui plus est. En janvier 1999, les Rockets sont tentés de faire un coup en associant les 3 vieux briscards qui étaient Barkley, Olajuwon et Pippen, mais l'expérience n'a pas du tout été concluante. Malgré une 5e place à l'ouest, l'équipe s'est faite sortir 3-1 au premier tour. Aux origines des tensions, il y avait le fait que Barkley avait pris moins d'argent sur son contrat pour faire de la place à l'arrivée de Pippen, un joueur qu'il avait battu en finale quelques années auparavant. Pippen, lui, n'avait aucune envie de se contenter du rôle de shooter dans le corner. Il a demandé son trade dès la fin de la saison, puis s'est lâché à propos de Barkley, qui s'était dit très déçu qu'il veuille quitter le navire après seulement une campagne et exiger des excuses. D'ailleurs, pour illustrer ça, retranscrivons le missile renvoyé par Pippen en interview. C'est lui qui me doit des excuses pour être venu jouer avec son gros cul de victime là. C'est un gars très égoïste, il n'a pas montré de vraie envie de gagner. J'aurais dû écouter Michael quand il a dit qu'il ne gagnerait jamais de bague parce qu'il n'a pas le dévouement pour. En parlant de Jordan, nombreux sont ses ex-coéquipiers à avoir vécu une mauvaise expérience avec lui. Pour beaucoup, ça a au moins une mérite d'être compensé par des titres au bout avec les Bulls, mais pas pour Kwame Brown, le souffre-douleur de MJ aux Wizards. C'était une situation unique pour tout le monde à l'époque. Jordan, président et propriétaire minoritaire de la franchise, a décidé de sortir de sa retraite en septembre 2001. Et ce, 3 mois après avoir sélectionné Brown en première position de la draft en tant que dirigeant donc. Imaginez la pression du gamin entre son statut de numéro 1 et un Jordan sans doute aussi soucieux de prouver qu'il n'était pas un mauvais décisionnaire, de retour dans le vestiaire qui lui crie dessus et s'en prend à lui H24. Mentalement, Kwame Brown en a pris un coup et il n'a jamais atteint le potentiel qu'on pouvait lui prêter à son arrivée en NBA. En septembre dernier, il déclarait « Je ne suis pas fan de MJ, non, je n'ai aucune raison de l'être, il m'a mis une baigne derrière la tête une fois. » Mais il soulignait quand même son éthique de travail folle. Il ajoutait « Je me disais, ce n'est pas possible qu'un vieux qui est resté debout toute la nuit, à parier et jouer, soit là à 6h du matin. Le gars était déjà en train de faire sa muscu à 5h45. Tous les matins. Une machine. » Les deux dont on va parler maintenant ont joué 5 ans ensemble entre 2007 et 2012. Ils ont même gagné un titre sous le même maillot en 2008, Ray Allen et Rajon Rondo. Et même encore aujourd'hui, ça reste bien tendu. Le point de départ des frictions entre les deux ex-Celtics remonterait à 2011, lorsque le meneur a appris qu'Allen s'était montré favorable à un trade Rondo-Chris Paul finalement tombé à l'eau. Selon Allen, ce serait plutôt le résultat des rumeurs d'un trade de Rondo et Allen à Phoenix, envisagé à la même époque par Danny Ainge, qui aurait mis de l'eau dans le gaz. Quoi qu'il en soit, cela a eu des répercussions sur le terrain la saison suivante, avec un Rondo qui refusait régulièrement de faire des passes aux shooters. Allen a plus tard décrit Rondo comme un joueur que la franchise avait du mal à gérer et qui voulait être traité en leader sans avoir travail nécessaire pour mériter ce rôle. C'était devenu tellement glacial entre les deux que leurs coéquipiers les ont même fait s'expliquer lors d'un combat de boxe improvisé en salle de muscu, une activité notamment pratiquée à l'époque par Glenn Davis et Tony Allen qui leur ont cédé leurs gants pendant un instant. Bon, l'affrontement n'a pas duré longtemps, Allen et Rondo ayant été gentiment séparés avant un potentiel débordement. À l'été 2012, Allen, qui n'avait pas non plus eu la meilleure relation du monde avec Glenn Robinson, a
Milwaukee a finalement fait ses bagages pour Miami, l'équipe qui venait de sortir Boston en finale de conférence. Et la cohabitation de Jason Kidd-Jimmy Jackson aux Mavericks, ça vous dit quelque chose? Les deux devaient former un trio d'avenir avec Jamal Mashburn à Dallas, mais entre les blessures de ce dernier et une relation détériorée entre Kidd et Jackson, l'histoire s'est vite terminée. Détériorée car il se raconte que Kidd et Jackson se seraient battus pour la même femme, une certaine Toni Braxton, la chanteuse aux 70 millions d'albums vendus et 7 Grammy Awards. Kidd, dont les relations n'étaient pas non plus bonnes avec le coach, a été transféré aux Nets en 1996 après 2 saisons avec les Mavs, avec lesquelles il est revenu plus tard pour remporter un titre en 2011. Quant à Gilbert Arenas et Javaris Crittenton, ce sont les fameux deux génies qui ont trouvé bon d'amener des flingues dans les vestiaires pour régler leurs différends par rapport à une dette de jeu au sein de l'équipe. Les deux n'ont plus jamais joué ensemble après cet épisode. Arenas a difficilement tenté de rebondir à Orlando puis Memphis avant de partir pour la Chine. Quant à Crittenton, condamné pour le meurtre d'une femme de 22 ans en 2011, il sort de 8 ans de prison. Avant cela, il était aussi connu des services de police pour des faits de violence sur sa compagne. Avec Kobe, à l'instar de Jordan, c'était un peu particulier. Disons que si les joueurs à côté de lui ne prenaient pas suffisamment les choses au sérieux à son goût et ou qu'ils ne les estimaient tout simplement pas au niveau, ça pouvait vite partir au clash. Dwight Howard et Smoosh Parker, qui avaient raconté que Kobe lui avait carrément interdit de lui adresser la parole, en savent quelque chose. Quant à Howard, il n'était pas non plus en odeur de sainteté avec Steve Nash, arrivé en même temps que lui aux Lakers, mais parti au bout d'un an. Le meneur, comme Kobe, était très agacé par le pivot, toujours tout sourire malgré les défaites, et parti donc à Houston après seulement un an à Los Angeles, avant lui aussi de revenir aux Lakers pour y remporter un titre en 2020. On se souvient aussi du coup de poing porté par Bobby Portis à son coéquipier Nikola Mirotic lors d'un entraînement très tendu entre les deux à Chicago en 2017. Mirotic s'en était tout de même sorti avec une fracture de la mâchoire en plus d'une commotion cérébrale. Suspendu 8 matchs, Portis avait fini par s'excuser, et Mirotic, qui ne voulait plus jouer avec lui, a été transféré à New Orleans. Au rayon des patates à l'entraînement, il y a aussi eu Michael Jordan sur Steve Kerr, Glenn Davis et Leon Powe à Boston, Xavier McDaniel et Dale Ellis aux Sonics en 1990, Vernon Maxwell et Gary Payton en 1999 à Seattle également, O.J. Mayo et Tony Allen durant un vol des Grizzlies en 2011, et bien sûr Draymond Green et Jordan Poole fin 2022 aux Warriors. À l'époque des Jailblazers au début des années 2000, Zach Randolph et l'arrière Ruben Patterson se sont aussi mis sur la tronche à plusieurs reprises à base de coups de poing, fractures et même menaces de mort. Ce qui ne les a pourtant pas empêchés de cohabiter 5 ans ensemble tout de même à Portland. Aux Blazers encore, Rashid Wallace s'était attiré les foudres d'Arvydas Sabonis en lui balançant une serviette au visage et en menaçant de le frapper après avoir pris un coup sur un flop du Big Man en 2001. Le Lituanien aurait alors calmement et sobrement répondu « Je vais le tuer ». Alonzo Mourning et Larry Johnson, notamment célèbres pour leur baston de 1998, vous savez, celle où Jeff Van Gundy s'accroche à la jambe de Mourning, ont eux joué ensemble de 1992 à 1995 avant que les Egoons poussent leur prometteuse équipe de Charlotte vers l'implosion, selon Muggsy Bogues. Adrian Dantley est lié 6 fois All-Star et joueur des Pistons de 1986 à 1989 dans un rôle moins offensif qu'il l'aurait souhaité, a lui toujours une dent envers les Pistons, et particulièrement Isaiah Thomas, qu'il a accusé d'avoir orchestré son trade pour faire venir son pote d'enfance Mark Aguirre à Détroit. Entre Chris Paul, l'ultra-compétiteur et quelques-uns de ses coéquipiers stars, Blake Griffin, James Harden ou encore Dwight Howard, ce n'était pas non plus l'amour fou entre LA et Houston. Jimmy Butler, très dur lui aussi, a eu des soucis avec Karl Anthony Towns lors de son passage à Minnesota. Et puis il y a eu ce crack de D'Angelo Russell qui avait balancé l'infidélité de son teammate Nick Young en vidéo en 2016. L'ambiance entre les deux et dans le vestiaire en avait pris un coup aux Lakers. Alors parmi tous ces bifs, quel est celui que vous préférez? Et si vous avez d'autres coéquipiers qui se détestaient en tête, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.